très long puisque vous avez des longues biographies qui ont été distribuées à l'entrée. Donc, juste pour vous rappeler très, très brièvement que nous allons commencer par l'exposé de Madame Antigone Mouchtouris. Vous avez son curriculum vitae résumé devant vous. Et donc, c'est une personne que je me réjouis d'entendre, puisque en lisant l'ensemble de vos publications, ça va de l'actualité des graffitis à la sociologie de la culture populaire, au mythe politique. Donc on voit qu'il y a vraiment un grand brassage de connaissances très larges au niveau sociologique qui me réjouit de voir mise en œuvre ici au service de notre problématique d'aujourd'hui. Notre deuxième intervenant est Rémi Bachand, qu'on ne présente plus, qui dirige le CENIM. Voilà qui, je pense, a donné, avec d'autres évidemment ici à l'UQAM, une impulsion importante dans le champ francophone sur le développement des théories critiques qui étaient peut-être présentes, mais en tout cas pas très visibles dans le champ francophone. Donc je crois que les événements qui se passent à l'UQAM pour le moment contribuent largement à donner une visibilité et à rassembler sous des bannières plus visibles un nombre de champs critiques qui existaient de manière peut-être un peu plus éparse et qui se vendaient beaucoup moins bien en tout cas que les théories critiques américaines qui elles se vendaient beaucoup mieux. Et enfin nous terminerons, merci Rémi qui va nous parler autour du concept, je pense, de légitimation, parce que j'en ressors de titre, mais nous verrons. Et puis nous terminerons par un exposé de Neil Buren, je ne sais pas comment le prononcer, qui donc est un spécialiste de l'Amérique latine, qui a travaillé dans différentes ONG, qui vient de publier un livre chez Ashgate à ce sujet qu'il a avec lui, j'imagine qu'il vous présentera. Je pense que ce sera basé en grande partie sur ces travaux qui viennent donc d'être publiés. En ce qui concerne le timing, c'est 11h45, chaque intervenant aura 20 minutes et pour présenter son intervention, je suis extrêmement sévère. Oui, vous avez raison. Je vous ferai parvenir une petite note quand il restera 5 minutes pour vous mettre à l'aise. Et donc ce qui laissera donc, qui nous fera terminer à 12h45 et nous garderons une demi-heure par la suite de débat. Nous déborderons donc d'un quart d'heure sur le timing prévu, ce qui nous permettra quand même de nous reposer les neurones pendant la pause de midi. Nous aurons quand même un petit peu de temps pour nous ressourcer. Voilà, sans plus attendre, je vous passe donc la parole. D'accord, je vous remercie beaucoup de m'avoir posé la parole et puis de votre présentation. Je voudrais aussi remercier Violaine Lemay et aussi Rémi Bouchard de votre intervention et je me réjouis spécialement d'être ici et parler de Gramsci. Alors je voulais juste dire deux petits mots un peu personnels, je dirais, sur comment j'ai arrivé à rencontrer Gramsci. D'une part, c'est une question générationnelle. Quand on était jeune, on lisait pas mal de livres, on se posait des questions beaucoup plus politiques et sociales. Donc forcément, Gramsci faisait partie des auteurs. Moi, je ne suis pas très... je suis un peu allergique à l'auteur, je l'ai dit tout de suite. Alors, donc, tout ce que le marxisme technocratique m'érite, donc Gramsci était quelqu'un qui je le trouvais extrêmement sympathique à l'époque et que je continue à le trouver. Alors, donc, je vais parler de ça. Et puis, autre chose, en travaillant justement sur l'actualité graffiti dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, je travaille sur la notion de la contre-culture. Pour moi, donc, Gramsci, forcément, il est en arrière-plan de la pensée de Chauvard de l'Orbe lorsqu'il a développé la dynamique de la contre-culture. Et moi-même spécialisée, on peut dire, parce que c'était mon HDR, sur la sociologie de la culture populaire. Donc forcément, je ne pouvais qu'être sympathisante, plus que sympathisante de Gramsci, parce que c'était parmi les seuls marxistes, parmi en tout cas des rares marxistes officiellement reconnus qui n'ont pas rejeté la culture du peuple, et au contraire, ils ont reconnu qu'il avait une culture et qu'il fallait valoriser cette culture. Donc pour tout ça, ça me réjouit spécialement d'être ici et parler de Gramsci aujourd'hui, et avec un petit mot évidemment sur l'État tout à l'heure. Alors, donc en préparant cette intervention-là, j'ai parti au début de parler de l'État, et puis forcément, comme beaucoup de choses actuellement sont en train de passer, comme j'ai googlé, comme ils disent les gens, sur Gramsci, j'ai vu tous les amalgames qui peuvent se faire sur Gramsci et tous les autres auteurs. Je ne vais pas
Et donc j'ai décidé de retravailler sur ces trois écrits, notamment sur 3 tomes de Gallimard, première, deuxième et troisième, et j'ai arrêté là jusqu'à le 12e écrit, donc c'est les 2 tomes de ces écrits hors prison, tout à fait au début de sa jeunesse, on peut dire. Alors Gramsci, ça c'est quelque chose, moi j'aime bien revenir quand même sur lui qu'il était. Gramsci, il était quelqu'un pour moi d'une grande sociabilité humaine, et ça on ne peut pas les nier, on le trouve dans ses écrits, la façon dont il écrit. Il est intéressé par la justice, et j'ai envie de dire que chaque personne, chaque auteur qui est intéressé par la justice, évidemment, on ne peut être qu'intéressé de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de revenir et parler de lui. C'est très important parce que justement, si on doit revenir de comprendre, on parlait tout à l'heure de l'hégémonie, donc l'hégémonie d'ex-Union soviétique, pourquoi elle a disparu, et c'est peut-être aussi, en travaillant sur ce type d'auteur, on peut comprendre beaucoup plus des choses qui n'étaient admises, qui n'étaient pas admises ensuite dans l'histoire du socialisme et du communisme en général. Alors, la première chose qu'on constate lorsqu'on lit ses livres, c'est qu'il était de grande sociabilité. C'était quelqu'un qui était très très proche des individus. Quelqu'un l'a dit hier, Piotr, il a dit très très bien cette conception qu'il a d'intellectuel, que je vais revenir tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte historique, c'est-à-dire il était nourri par la 12e internationale. Mon collègue de Paris 4, il a parlé de Pouladjas, et d'ailleurs, selon Pouladjas, Gramsci il a donné la meilleure définition donc, de l'état, de l'hégémonie, et on peut dire que la 12e internationale elle était moins dogmatique, hein, et aussi il a eu une grande influence de Sorel sur la notion du mythe et aussi de Pareto. Pour moi, ce n'est pas par hasard si Gramsci, l'histoire de Gramsci en soi, et aussi l'influence qu'il a eue sur le Parti communiste italien, qui était quand même pour longtemps un parti qui a représenté la 3e voie par rapport au stalinisme. Alors donc je vais vous faire part quelques réflexions suite de ces ouvrages que j'ai lus de Gramsci, donc je préfère aller dans les sources, et aussi j'ai été surprise de voir parfois des questions qu'il a traitées de l'époque au début du XXe siècle qui sont hélas d'une grande actualité aujourd'hui pour nous en Europe. Alors donc la première chose, évidemment, il a essayé de répondre, avoir des réflexions par rapport à son époque, et ce qu'il a vu, c'était la montée du fascisme à l'époque, contre l'État démocratique. Là, il fait des critiques véhémentes, assez intéressantes, et il apporte donc des critiques par rapport à l'État bourgeois, et se distingue d'ailleurs de la façon dont il parle beaucoup par la représentation de l'État socialiste de Lénine. La lecture des écrits politiques nous ont permis de voir sa clairvoyance, noter aussi un certain idéalisme parfois, sur de la façon dont il parle sur la classe ouvrière, sur le monde en général. À cette époque, on peut dire, si aujourd'hui on n'a pas des incertitudes comme ils avaient à l'époque, en tout cas à l'époque ils avaient de grandes certitudes, ils parlaient toujours du courant de l'histoire. Ceci dit, lui, il avait quand même, et c'est ça que j'appelle la clairvoyance, il ne définit pas l'histoire comme quelque chose à jamais, etc., mais il finit les choses à travers un processus. C'est le processus de ces actes humains, de l'histoire humaine qui forment l'histoire. Voilà. Ça, c'est très important parce que c'est là que, je dirais, pour moi, c'est très important de comprendre cette notion du processus de les actes, parce que ça nous permet de comprendre en même temps la relation qui existe avec la dynamique sociale. Ce qu'on a voulu, donc, j'ai voulu plutôt comprendre, c'est capter à travers ses œuvres aussi son état d'esprit, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une sociabilité, un intérêt de lire les livres. Parce que lire les livres qui est écrit au début du siècle, vous m'excusez, mais il faut qu'on trouve quand même un intérêt qui n'est pas qu'un intérêt universitaire pour faire une thèse et avoir une note. C'est quelque chose qui nous apporte à nous. Et on le fait, sa réflexion, comme son errance intellectuelle, je dirais, est magnifiquement bien expliquée. Et d'ailleurs, après sa mort, Crosset, plutôt, qui n'était pas du tout de son bord politique, il a dit on a affaire avec un très grand bonhomme, il faut qu'il reste dans les annales de l'histoire italienne, donc ces livres, on les veut.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire tous les notes, ils l'ont réuni, et les Italiens, en tout cas, ils considèrent comme un très grand intellectuel. Comme je disais tout à l'heure, que vous l'avez signalé en me présentant ma sensibilité envers la culture, forcément, dans mes recherches, j'étais amenée de pencher sur la question de la définition de la culture. Qu'est-ce que c'est la culture? Et évidemment, la première chose que c'est une question générationnelle, comme je disais tout à l'heure. La culture, pour moi, c'était une idéologie dominante qui domine le peuple, etc. Et puis, évidemment, en travaillant notamment ma thèse sur la résistance grecque à travers sa culture, qui était la chanson, j'ai bien vu qu'il y avait une culture, le peuple avait sa propre culture. Donc là, j'ai vu chez lui, c'est pour ça que je suis un peu sensible, beaucoup plus sensible, je dirais, qu'autre chose. Je vois chez lui un peuple qui n'est pas aliéné, un peuple qui a sa culture. Je dirais, c'est là qu'on voit un peu une distinction par rapport à d'autres, et une espèce de... C'est là on voit l'influence de Sorel, qui était un anarcho-syndicaliste, et qu'on ne peut pas nier cette influence. Et je regrette beaucoup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'étais pas pour Althusser, parce qu'ils ont nié cette influence, qui rend beaucoup plus sympathique son œuvre, et beaucoup plus attachant, et qui me permet aujourd'hui, en m'interrogeant sur le monde, de comprendre ce qui se passe. Pour lui, l'intellectuel n'est pas seulement lui qui interprète le monde, lui qui les comprend, mais celui qui amène la lumière, ça c'est important, par rapport donc à la caverne de Platon, mais aussi c'est lui qui va avoir cette relation organique avec son peuple et ses intérêts au niveau de la justice. Donc c'est quelqu'un qui est proche à la fois il mélange sa définition de l'intellectuel, une définition platonicienne, mais aussi une définition aristotélicienne sur cette notion de processus. Parce que là-dessus aussi, l'intellectuel, ce n'est pas lui qui amène la rupture sociale, c'est le peuple au mouvement, donc la dimension politique. D'ailleurs, sur l'actualité graphique, je n'ai jamais voulu traiter ces sujets-là uniquement dans son dimension sociale. Je trouvais que c'était une grande erreur d'abolir la dimension politique des actions, qui ne sont peut-être pas des actions aussi formatées politiquement comme on a eu les habitudes de les avoir jusqu'à les années 60-70, mais sont quand même une forme politique aussi très forte. Donc c'est l'action qui provoque la transformation. C'est là, on le peut trouver avec cette notion de praxis. Qu'on n'a pas parlé hier, je suis désolée, mais je trouve que c'est une notion très très importante, la notion de praxis chez Gramsci, et qui était repris d'ailleurs par Castoriadis, Cornelius Castoriadis, sur cette notion de praxis qui montre aussi que les actions, ce sont aussi de la volonté humaine, mais qui est très importante, qui est porteur du changement. Alors, en ce qui concerne son influence, on peut dire, il s'est dégagé quand même au niveau du marxisme du côté messianique de Marx. C'est pour ça qu'il s'inscrit dans une autre notion qui est beaucoup plus intéressante, on peut dire, et nous parle un peu plus à notre époque. Il est sensible à la question de la justice, de la répartition des biens, mais pour lui, c'est très important aussi l'éducation des personnes. C'est là la culture qui joue un rôle très important. Donc pour les ouvriers, c'est vraiment très intéressant de voir les questions qui se posaient au début du siècle sur une question de l'illettrisme, de l'alphabétisation, qu'on a un grand problème pour les pays développés actuellement, en disant mais est-ce que tous les ouvriers vont apprendre à lire et à écrire bien, sans faire de fautes? Donc aujourd'hui, malgré l'éducation pour tous, on n'a pas réussi. Alors donc là, il pose l'éducation pour tous, cette question qui était importante. Alors sur la notion du devenir, là je passe un tout petit peu parce que j'aimerais bien parler un peu plus aussi sur la question de la contre-culture. Alors pour Gramsci, donc, le marxisme, c'est un moyen qui va permettre aux individus d'arriver à vivre mieux aussi cette notion de la justice sociale. C'est pour cela d'ailleurs, il va introduire aussi la question de la culture. Alors là, j'ai trouvé assez fin sa remarque. C'est pour ça que j'invite les gens de lire quand même Gramsci lui-même aussi, et pas rester sur les lecteurs qui tortillent un tout petit peu la pensée de Gramsci. Alors il dit par exemple sur la question de la culture, une très très belle question, il dit d'accord, l'usine
comment il va fonctionner l'usine. Une usine qui fonctionne dans le système capitaliste, qui fonctionne dans le système socialiste, ne peut être que de la même chose qu'il va produire. Il peut changer au niveau de l'organisation et les conseils que je vous montrerai tout à l'heure. Par contre, la culture, c'est différent. Il admet que la culture ne peut pas être gérée de la même façon qu'on peut gérer l'usine, même si on est dans un État socialiste, un État ouvrier. Et aussi les jeunes, de ma sensibilité pour les jeunes, que je suis plus jeune. Alors donc il dit, mais les jeunes, il faut qu'ils fassent le pied de nez. Donc les révoltes auprès des adultes. Là on est dans une attitude compréhensible que la société ne peut pas stagner. La culture, ce n'est pas un enjeu qu'on peut les formater, dogmatiser, etc. En ce qui concerne la notion de la contre-culture, là, le concept, si vous voulez, c'est Paul-Henri Chapard-Delors qui l'a repris en France, qui l'a fait travailler. Moi, je l'ai repris dans mes travaux, en tout cas. Souvent, je l'ai cité. Donc, de cette notion de la contre-culture, on peut trouver quelque chose autour de mouvements qui peut être spontané, bien qu'il n'était pas très proche de Rosa Luxembourg. Et sur ces 2 tomes, je tiens à vous dire qu'il n'a jamais cité Rosa Luxembourg quand même. Hein. Il a cité le mouvement Spartacus, mais pas Rosa Luxembourg. Alors, donc là, c'est très important, et c'est de contre-culture, et aussi comment on va utiliser les mythes. Et là, ça m'intéresse beaucoup, parce que justement, les mythes, ben, c'est ça qui nous fait comprendre aujourd'hui ce qui se passe au niveau européen, en tout cas. Je ne suis pas trop loin, comme vous voyez, je reste déjà pour comprendre l'Europe, c'est pas mal. Alors, donc, on voit bien, et là, c'était quand même le délaissement qu'on a eu ensuite avec je dirais, avec le Parti communiste, parce que les mythes, c'était quelque chose qui faisait un peu peur, et on n'a pas vraiment développé. Ceci dit, c'est quelque chose de très important, et on le voit naître aujourd'hui, encore plus dans les discours. Alors, donc, si on veut aller un peu vite, parce que je veux bien garder quelques minutes pour parler de l'État, si on regarde, donc, il y a 3 façons de regarder Gramsci. Premièrement, travailler d'une manière littéraire sur sa vie. Qu'il était lui, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Deuxièmement, sur sa pensée politique et de ses rapports avec le marxisme. Troisièmement, c'est interroger sur comment mobiliser ces concepts pour comprendre le monde actuel. Parce que c'est vrai que du Pierre, on entend les termes hégémonie, mais c'est comme il disait pour l'Alsace dans un de ses écrits, les termes hégémonie, on peut les mettre partout à n'importe quelle sauce, en fait. C'est qu'il faut, à mon avis, il faut rester de cette compréhension qu'il nous a donnée, comment cette hégémonie, elle est liée avec la place qu'il peut avoir la culture, l'idéologie, et aussi, même, c'est la façon dont il utilise les passions sociales, qui peuvent faire bouger, peuvent créer des mouvements sociaux. Alors donc, pour parler donc quelques minutes sur l'Europe actuelle, alors donc il y a des enjeux sociaux assez importants, et pour lui l'État, donc c'était une forme d'entité autonome et nationale. Hier on l'a parlé, l'hégémonie elle était à travers l'armée, à travers l'école. En tout cas, l'État-nation tel qu'il s'est présenté en France, l'État-nation hégémonique, c'était l'école, l'État avec l'armée, les transports, les communications et un tout petit peu les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cet État? Qu'on voit aujourd'hui les passages, comme j'ai écrit dans les titres, les passages de l'État-nation à l'exemple donc d'un État européen. Première chose qu'on voit, je vais prendre un exemple, le vote du référendum 2005 en France. La majorité a voté non, en fait c'était oui. C'est-à-dire, le peuple vote non, on a dit mais on va aller refaire le vote, on va profiter à un autre moment, Sarkozy profite d'une réunion à Lisbonne, c'est devenu oui. Donc le peuple là, on voit bien que l'État-nation n'a plus de valeur en termes de représentation. Donc, ils peuvent voter, mais ça n'a pas d'importance. L'histoire, donc, il va être réhabilitée et révisitée de ce contexte de crise par l'économie ultralibérale, comme on a vu, mais aussi la présence des technocrates qui vont jouer le rôle du fonctionnaire qu'ils jouaient de l'État-nation. Il va y avoir aussi une logique culturelle.
On ne peut pas parler de l'Europe sans parler de son histoire et de la logique culturelle. On ne peut pas oublier en Europe les hostilités. On a eu 3 guerres. Non, 2 guerres en 20 ans de 70 avec la France, l'Allemagne en France. Alors, de 1870 évidemment. Alors, donc, il y a des sentiments antagonistes, des dichotomies considérables. Donc, ce qu'il a, d'ailleurs, ce qu'il a dit, c'est qu'il a écrit son livre sur la montée, donc dans ses premiers écrits sur la montée du fascisme, j'ai envie de dire, hélas, on peut le mettre aujourd'hui vraiment d'une actualité alarmante. Il dit ce qu'il s'est passé avec les nazis, c'est l'absence de la cohésion morale. Pour lui, c'était la cause de la montée du fascisme. J'ai envie de dire, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pareil. On arrive à avoir une grande révification du sentiment d'extrême droite en France actuellement, en tout cas, avec une augmentation des adhésions assez considérable ces derniers temps. Autre chose qui était quand même là important, c'est que comment faire pour faire parler de gérer la crise économique. Alors, pour aller un peu vite, je vais juste parler d'un exemple historique qui était assez intéressant au niveau du mythe. L'utilisation du mythe, c'est que la première chose qu'on va parler, et on sait très bien que les mythes ne servent pas seulement pour théoriser ou dire quelque chose contre quelqu'un, mais aussi pour rassurer son propre peuple. Donc, lorsque Angela Merkel sortait, il disait que c'était une chose pour le peuple du sud de la France, mais ce n'était pas pour le peuple du sud de la France qui disait ça, c'est pour faire passer la pilule de quand même 10% de pauvres en Allemagne. Alors, donc ça, c'est quand même très important de voir. La première chose qu'on voit, cette fameuse, le passage, si vous voulez, de l'État-nation qui va vers l'État donc européen. On va voir donc la fameuse phrase de 2010, le journal allemand plutôt conservateur, il dit il y a des voleurs dans la famille européenne. Donc on est dans une critique assez importante, et là on réveille tout le vieux mythe du clivage nord-sud. Le sud, les gens ne travaillent pas, ils sont des voleurs, et c'est du bruit quand même, ils ne meurent pas de faim, mais c'est du bruit. Et même les économistes, qui sont plutôt des rationnels et des technocrates, ils vont parler pour les pays du Sud, ils vont faire un super amalgame en disant qu'ils les appellent les pigs, donc c'est les mythes, le cochon, qu'il est Portugal, Italie, Grèce et Espagne, donc en anglais. Le mythe de la suprématie du Nord par rapport au Sud du Sud. C'est très important. C'est très important parce que c'était toute l'industrialisation. L'État-nation, il y avait cette uniformisation. C'est ça que voulait dire, pour moi, en tout cas, je pense que je ne suis pas la seule à dire ça, évidemment, à comprendre comme ça, le pouvoir hégémonique, certes, il y a des contradictions, mais il y avait quoi? Une éducation pour toutes les régions de France. Même l'Église catholique, lorsque c'est une école privée, il va donner le même contenu. Donc, c'est ça l'État-nation, c'est ça l'État-nation hégémonique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hier, Madame Lamoutou, j'espère que j'ai mal prononcé son nom, elle a parlé de l'éducation. Mais voilà, c'est ça, on est là. Toutes les universités françaises, ils vont être grecs, espagnols, etc., ils vont être le même alignement. Donc, pourquoi, j'ai envie de dire, on doit être le même parce que, justement, c'est ça le principe de l'hégémonie européenne qui a remplacé... qui remplace l'État-nation, l'hégémonie de l'État. Donc on a un déplacement de cette valeur. Cette uniformisation, évidemment, je voulais juste faire un petit clin d'œil avant de conclure sur ce que disait une sculpteur allemande qui s'appelle Kalinski, Mathilde Kalinski, sur le lit du Procuste. Le Procuste, c'était un tyran que dans la mythologie grecque, lorsque les gens passaient devant lui, ils allaient soit tirer, alors ils mesuraient les gens, il avait un lit, il mesurait les gens, s'il était conforme à son lit. S'il n'était pas conforme, il tirait leurs jambes. Si les gens ils avaient des jambes, il coupait les jambes. Et là, on nous sort de ça. Nous sommes exactement ça, de cette question de faire de l'hégémonie quelque chose de global, total, etc., avec cette illusion qui existe derrière. En apparence, ces mythes cachent des divergences européennes qui sont des divergences assez majeures.
Alors donc, avant on avait la protection sous l'État-nation, maintenant on doit chercher la protection sous l'État européen, et c'est là qu'il y a des problèmes, d'où les manifestations et les intérêts qui existent actuellement, qui ne satisfait personne actuellement, d'où la montée aussi d'extrême droite. Alors, une pour conclure, une lecture grammaicienne de l'État nous permettra donc d'approfondir sur les transformations produites, en interrogeant à l'aide de ce concept pour comprendre cette réalité sociale. Nous pouvons non seulement cerner le présent, mais aussi la modification du paradigme produit de l'hégémonie du monde. Voilà, merci beaucoup. Nous avons écouté Rémi Bachand. Merci. Plutôt que de commencer par une citation de Gramsci ou de Cox, je vais commencer par un proverbe que tout le monde connaît, qui est le suivant. Qui veut tuer un chien dit qu'il a la rage. Vous verrez où c'est le même. Bon. Un des apports principaux de Gramsci concerne sa théorisation de la relation qui existe entre l'État et la société civile. Cette relation-là est directement reliée à la relation qui existe aussi entre le consentement et la coercition. Il y a un premier problème qui émerge dans cette conceptualisation-là ou dans cette théorisation-là, c'est que dans l'œuvre de Gramsci, il prend différentes façons pour théoriser en fait la relation qui existe entre ces différents concepts-là. Pardon, une de ces conceptions-là nous a été expliquée hier par Razmik Kecheyan, qu'on pourrait résumer par une phrase qui est assez bien connue dans son œuvre, dans l'œuvre de Gramsci, qui est l'État égale la coercition, l'hégémonie cuirassée de coercition. Je ne vais pas entrer dans une critique de cette conception-là, que je pourrais faire durant la période de questions, mais moi personnellement, je préfère une autre des conceptions de Gramsci, qui est la suivante, celle où il présente deux étages à la superstructure. Un premier étage qui est constitué de la société civile, en fait, qui est elle-même constituée par des organismes privés et qui a comme fonction l'hégémonie, en fait, la constitution de l'hégémonie, c'est-à-dire la création d'un consentement spontané envers l'ordre établi conforme aux intérêts des groupes hégémoniques. Et le deuxième étage étant celui de la société politique, c'est-à-dire de l'État dont la principale fonction est celle de la domination directe, c'est-à-dire la coercition. Ce sont donc, selon Gramsci, les deux façons d'assurer le maintien de l'ordre social, c'est-à-dire qu'idéalement, on a un consentement des masses à cet ordre social-là, et lorsque le consentement n'existe plus, on passe à la coercition. Je vois un certain nombre de problèmes, et là je m'inspire notamment de ce fameux article de Perry Anderson de 1976, un certain nombre de problèmes en fait à cette conception-là de la relation entre l'État et la société civile. C'est que d'une part, cette façon de concevoir cette relation-là ne considère pas le rôle qui est joué par l'État dans la production du consentement. C'est-à-dire que dans sa forme même, c'est-à-dire qu'il soit un État démocratique ou théocratique selon les sociétés, en fait, donc sa forme va donner énormément de légitimité en fait à l'ordre social. Deuxièmement, dans le contenu de ses règles ou dans l'application de ses décisions, etc., selon la façon dont ces règles vont être, selon le contenu de ces règles, selon la façon dont elles vont être appliquées, ça va donner aussi de la légitimité, en fait. Donc, ça va participer à la création du consentement spontané. Et à l'inverse, ça a, j'allais oublier, un enjeu particulièrement important concerne la relation que l'État va avoir avec la violence, c'est-à-dire comment l'État va appliquer la violence premièrement, et deuxièmement, comment il va contrôler la violence non étatique. Et le deuxième défaut, c'est à l'inverse que Gramsci, dans cette façon de concevoir cette relation-là, ne considère pas non plus le rôle que va jouer la société civile dans l'application de la coercition. C'est-à-dire, premièrement, pour la légitimer par notamment les médias, et deuxièmement aussi pour l'appliquer. Et là, ici, on se rappellera tous et toutes d'exemples durant le fameux printemps érable, c'est-à-dire que selon la légitimité, la violence de l'État, on va soit assister à de la délation ou encore, on va plutôt essayer de prendre la défense et de cacher les délinquants ou les résistants en fait à l'ordre et à la violence étatique. En d'autres termes, les quatre concepts
que je viens d'évoquer sont utiles à une compréhension de la société ou de l'ordre établi ou du maintien de l'ordre établi. N'empêche qu'il faut, à mon avis, davantage les problématiser et décloisonner la relation directe qui existe entre l'État et la coercition d'une part, et la société civile et le consentement spontané d'autre part. Bon. Cette analyse a plusieurs effets sur le droit international. À mon avis, Gramsci est extrêmement utile pour faire comprendre que, pour comprendre le rôle dans la préservation de l'ordre hégémonique international, le droit international et les institutions internationales doivent être légitimes, c'est-à-dire que les normes doivent donner l'impression d'être justes et de favoriser l'émancipation et la résistance des subalternes. Ce qui est particulièrement important aussi, c'est la relation que le droit international et les institutions internationales et les groupes hégémoniques vont entretenir avec la violence. Ce qui est un enjeu qui va concerner notamment la façon dont les groupes et les États dominants vont utiliser la violence contre les autres. C'est-à-dire qu'il faut se demander si ces groupes vont donner l'impression que cette violence-là, donc cette coercition-là, ne sera utilisée strictement qu'à leur seul avantage, ou plutôt, est-ce que cette violence-là ne va pas répondre plutôt à une certaine éthique, et là avec plusieurs paires de guillemets. Une autre façon de poser la question est la suivante, c'est comment les puissants, comment les groupes, les États hégémoniques vont-ils légitimer leur intervention? Ce qui est important, donc, c'est que la façon dont cette violence-là va être utilisée va avoir un effet énorme sur la légitimité de l'organisation de la société internationale. Bon, ma thèse est la suivante. Il existe des règles de droit international qui permettent de justifier des interventions dans certaines situations. L'existence de ces règles va faire en sorte que quand les groupes hégémoniques voudront intervenir, ils auront la possibilité de créer des situations, donc créer factuellement ou médiatiquement des situations, et ces situations-là vont pouvoir justifier, grâce à des règles de droit international, des interventions qui sont fondamentalement motivées par les intérêts des dominants. Au centre de la thèse, il y a, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait, ce que j'appelle l'idéologie droit de l'hommiste, dans laquelle j'inclus notamment le principe de légitimité démocratique qui découlerait, par exemple, des deux pactes internationaux et des règles comme le droit à l'autodétermination, par exemple. Donc, pour moi, dans l'idéologie de droit de l'hommiste, il y a davantage des droits civils et politiques que des droits économiques et sociaux, et encore plus culturels. Donc, je ne suis pas dans une analyse strictement positiviste, mais je suis dans la sphère, la représentation de ce que c'est que les droits humains. Ma thèse est la suivante, donc. Cette idéologie de droit de l'hommiste-là va être utilisée pour justifier des interventions, c'est-à-dire pour créer un consentement autour de l'utilisation de la coercition de la part des groupes dominants. Et que lorsque il s'agira donc de justifier des interventions qui sont d'abord et avant tout motivées par les États et les groupes dominants. Je vais essayer de démontrer ma thèse en vous donnant deux exemples, celui de la relation qui existe entre l'Occident et le Soudan, et notamment toute l'histoire du Darfour, donc depuis 1989. Deuxièmement, celui des élections en Côte d'Ivoire en 2010. Je tiens à préciser que je ne suis un expert ni l'un ni l'autre des pays, mais je pense quand même être en mesure d'utiliser ces deux exemples pour démontrer ce que je tiens à vous expliquer. Bon, je commence par le Darfour. Je vous explique très rapidement certains des intérêts en jeu qui me semblent pertinents. Je vous rappelle premièrement qu'il y a eu un coup d'État en 1989 qui a amené au pouvoir le régime de Béchir et de Tourabi. Au départ, les États-Unis ont bien accueilli ce régime, on les qualifiait d'officiers patriotes honnêtes, sauf que rapidement, le régime a commencé à prendre des positions anti-occidentales. Je vous rappelle que le Soudan a pris parti en faveur de l'Irak lors de la première guerre du Golfe en 90-91. Deuxièmement, on a très rapidement commencé à accorder l'asile à des militants islamistes qui étaient pourchassés par d'autres pays. On a notamment accueilli durant un certain temps un certain Oussama Ben Laden qu'on accueillait sous prétexte qu'il était un investisseur arabe, etc. Donc, il y a eu plusieurs de ces positions-là qui ont positionné le Soudan
comme étant un opposant au nouvel ordre international du père Bush. Plus important aussi sûrement qu'au début des années 70, on va découvrir énormément de pétrole dans le sud du Soudan. Et là, rapidement, la compagnie Total, qui est une compagnie française, Chevron, états-unienne, qui vont y investir. Pour vous donner une idée, Chevron, entre 1979 et 1984, va y investir 1,2 milliard de dollars. Il va devoir quitter en 1984 à cause de la guerre avec le Sud. Au cours des années 80, on va trouver du cuivre et de l'uranium au Darfour. Certains croient que les réserves de cuivre et d'uranium seraient probablement les 3e et les 4e au monde. Au milieu des années 90, on va mettre aux enchères l'ancienne concession de Chevron. Et là, c'est des Chinois qui vont l'emporter. C'est la compagnie pétrolière chinoise qui va l'emporter. Et ça va s'insérer dans un rapprochement important entre le Soudan et la Chine, qui est peut-être l'élément le plus important dans ce qui va suivre. En 2003-2005, on va découvrir de nouveaux gisements de pétrole au Darfour et encore une fois, on va les octroyer à la compagnie chinoise. Bref, on a des enjeux qui sont importants. Le Soudan, durant cette période, se positionne clairement en opposition aux intérêts états-uniens et va se ranger de plus en plus du côté de la Chine. On se retrouve donc pour les États-Unis face à deux solutions possibles. Soit un changement de régime, ou, à cause de plusieurs enjeux de différentes natures, une partition du pays. On va essayer, vous verrez, les deux stratégies qui vont passer par une déstabilisation du pays et du régime. La question est évidemment la suivante. Comment est-ce qu'on va en arriver à ces fins? C'est-à-dire que comment on va réussir à intervenir au Soudan afin d'en arriver à nos fins? Là, nos fins, je parle des États-Unis. On exclut la personne qui parle. La réponse va être la suivante, c'est qu'on va justifier ces interventions-là, vous le devinez, en utilisant l'idéologie droit-de-l'homiste. Je pourrais, à l'origine, j'avais pensé vous parler du Sud-Soudan, mais étant donné l'autoritarisme de Vincent, je passerai outre, mais je dirais seulement en 30 secondes que dans ce cas-là, on a utilisé le principe d'autodétermination des peuples pour créer la sécession du Sud-Soudan, vous savez, ça fait 2 ans, contre les principes d'intangibilité des frontières qui sont centraux à toute l'organisation politique africaine post-décolonisation, et donc créer la sécession qui va permettre de mettre les Chinois en dehors des zones où il y a du pétrole. Bon, je ne dirai plus rien du Sud-Soudan, je passerai directement au Darfour. Au Darfour, vous savez que c'est un conflit qui dure depuis plusieurs années. En 2003, le conflit a redémarré lorsque l'armée de libération du Soudan, donc une armée dont les résistants darfouris, disons, a attaqué les troupes gouvernementales. Ironiquement, c'est exactement au même moment où le conflit au sud, qui perdurait depuis plusieurs années, a commencé à s'estomper. Okay. Est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien. Bon. Une particularité du conflit est que, il y a eu une campagne importante, comme vous le savez, d'ONG, la coalition Save Darfur, qui a été mise en place, notamment par des groupes qui étaient très près d'intérêts israéliens. En France, on a le groupe Urgence Darfour qui a été créé notamment par les suspects habituels, c'est-à-dire Kouchner et Bernard-Henri Lévy. Et le conflit a été médiatisé par plusieurs personnes publiques, des grands politologues qui ont fait notamment une carrière au cinéma. Ce qui nous fait comprendre le rôle de la société civile dans la construction, et je reviendrai dans la construction d'une situation permettant l'utilisation de l'idéologie de droit de l'homme. Donc, le conflit va être présenté par eux comme étant un génocide par des Arabes islamistes radicaux contre des Noirs musulmans modérés. Et le seul objectif de ces ONG-là et de cette fraction de la société civile va être d'obtenir une intervention, de justifier une intervention. Je vous rappelle que le Congrès états-unien, formé en totalité de juristes experts en droit humanitaire, a adopté une résolution en juillet 2004 qualifiant la situation de génocide, la situation d'Darfour de génocide. Bon, là
où je vais en venir, c'est que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on a décrit. Premièrement, c'est pas autant un génocide qu'une guerre civile. Même Antonio Cassese, qui est un vrai juriste, en fait, a récusé le terme de génocide dans ce cas-là. Donc, une guerre civile plutôt qu'un génocide, avec des exactions des deux côtés. Outre, l'autre élément important, c'est que, outre sa rhétorique, le régime, à partir de 1999, l'expulsion de Tourabi, va être beaucoup moins radical qu'avant. Au contraire, un des groupes darfouriens, qui est le mouvement pour la justice et l'égalité, lui va être beaucoup plus radical sur le plan de l'islamisme que le régime en tant que tel. Le mouvement, en fait, va se rapprocher énormément du Tourabi dont je parlais, qui était considéré comme étant l'idéologue islamiste du régime avant son expulsion par Béchir en 1999. Ensuite, et là, si l'on en croit des auteurs comme Mahmoud Mamdani, Michel Rimbaud ou d'autres, c'est pas vraiment un conflit entre des Noirs et des Arabes. D'une part, on pourrait débattre longuement sur ce qu'est un Arabe dans cette région. Deuxièmement, il s'agit d'abord et avant tout d'un conflit entre des nomades dans lesquels on peut compter des Arabes et des Noirs à des tribus à qui, historiquement, et là on pourrait remonter jusqu'au colonialisme britannique, même avant ça, donc à qui on a attribué des terres, des nomades contre des propriétaires terriens. Et surtout, donc, là je suis dans la déconstruction du discours des ONG, surtout on a énormément amplifié le nombre de morts par 2, par 3 probablement, peut-être même plus, ce qui fait qu'en bout de ligne, il y a eu au Darfour beaucoup moins de morts, fort possiblement, qu'en Irak. En Irak, on a qualifié ça d'une guerre de libération, et au Darfour, on appelle ça un génocide. Bon. Bref, je pourrais passer des heures à déconstruire le discours des ONG. Le point suivant, c'est que leur discours n'est pas conforme à la réalité. Il s'agit en fait d'une bataille médiatique qui a eu comme effet de créer un événement. Okay? Il serait stupide, là, par ailleurs, de dire qu'il s'est bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que la version médiatique est une version qui est grandement contestée par les experts de la région et que cette version-là a servi des interventions, a servi des objectifs interventionnistes qui servaient évidemment donc à défendre une intervention. Cette situation-là, bon, je vais couper court au type d'intervention. Donc, vous connaissez en fait l'accusation qui a été portée contre Béchir au tribunal pénal international. Vous savez que depuis 2 ans, en fait, suite à un référendum de sécession, le Sud est devenu indépendant, etc. Donc, ça, je passerai là-dessus sur ces événements-là que vous connaissez sûrement. Je passerai à mon deuxième exemple, qui est celui de l'élection en Côte d'Ivoire en 2010. Dans ce cas-là, les intérêts en jeu, il s'agit des élections où il y a plusieurs candidats au premier tour, mais au deuxième tour, on a un vieux chef d'État un peu gauchiste qui s'est historiquement opposé à la famille politique de Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours été assez proche de la France. Et là, je parle évidemment de Laurent Gbagbo. De l'autre côté, on a un ancien directeur adjoint du FMI, qui est le favori de l'Occident, qui s'appelle Alassane Ouattara. On a une situation où, dans le nord du pays est complètement contrôlé par une guérilla qui est proche de Ouattara, qui s'appelle le Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de liberté de presse, pas de liberté d'expression, aucun gouvernement, aucun contrôle gouvernemental. Et là, les élections arrivent. La communauté internationale, vous savez, communauté internationale, c'est-à-dire 3-4 États qui tantôt formés d'hommes blancs bourgeois qui contrôlent le reste de la planète. Donc, la communauté internationale arrive et affirme chercher à promouvoir la démocratie, l'état de droit, etc. Donc, qui sont toutes des valeurs droits de l'homme. Avant de poursuivre, je vais dire 2 mots sur la Constitution ivoirienne. En ce qui concerne les élections, il y a deux instances qui sont concernées. Premièrement, une commission électorale indépendante doit, tout de suite après les élections, donner des résultats provisoires. Deuxièmement, un conseil constitutionnel qui va valider les résultats après avoir entendu les différentes contestations. Donc, l'instance suprême, c'est le Conseil constitutionnel. On a donc les élections qui arrivent. Premier tour, Gbagbo et Ouattara passent, arrive le deuxième tour. Et là, il y a des choses un peu curieuses qui se produisent. Premièrement,
dans près de 5% des procès-verbaux des bureaux de vote, il y a plus de votants que d'inscrits. Bon. Dans 1533 bureaux de vote, Gbagbo reçoit 3 votes ou moins. Okay? Ça, même Staline n'a jamais battu ce record-là, à mon avis. En fait. Bref, il y a plusieurs irrégularités, surtout dans le Nord, qui est contrôlé par le mouvement patriotique. Quelques heures après les élections, la commission électorale indépendante sort les résultats. On a Ouattara 55%, Gbagbo 45%. Et là, les représentants des Nations Unies demandent au Conseil constitutionnel de confirmer rapidement les résultats annoncés, les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Et là, la communauté internationale reconnaît Ouattara comme président, même si l'instance suprême n'a pas rendu sa décision. Mais on fait quand même la promotion de l'État de droit, là, je vous rappelle. Donc, conformément à la Constitution, Gbagbo entreprend des recours. Il y a des allégations d'irrégularité, particulièrement dans le Nord, il finit par gagner tous ces recours. Et là, le Conseil constitutionnel, suite à ces recours, annonce les résultats officiels conformément à la Constitution. Ces résultats-là sont les suivants. Gbagbo, 51,45%, Ouattara, 48,55%. Donc, Gbagbo, le premier président selon le Conseil constitutionnel. Les deux candidats, donc, se disent présidents, et là, un conflit violent éclate et il y a des exactions un peu partout au pays. Là, les médias occidentaux, donc les médias de la communauté internationale, commencent à décrire Gbagbo comme étant un président qui ne veut pas quitter le pouvoir. C'est un discours qu'on entend souvent concernant l'Afrique, c'est un mauvais perdant, et surtout vont lui attribuer toutes les responsabilités des massacres. Un élément important de la rhétorique va être justement celui de la légitimité démocratique dont je vous ai parlé tantôt. Pourtant, la Constitution a été violée, mais ça, on n'en parle jamais dans les médias occidentaux. Encore une fois, on va créer une situation qui n'est pas conforme. Donc, la société civile, pour reprendre les termes de Gramsci, vont créer une situation qui n'est pas conforme à la réalité pour légitimer une intervention. Et là, l'intervention va prendre cette forme-là. Le Conseil de sécurité va adopter la fameuse résolution 1975. Oui, j'ai conclu. 1975, j'ai conclu mon introduction. Bon, la résolution 1975. Oui, Pierre, non, mais donc, c'est la communauté internationale qui me demande de conclure. Je demande de passer la parole. Oui. Donc, la résolution 1975, où le Conseil de sécurité exhorte toutes les parties à respecter la volonté du peuple et à reconnaître Ouattara, et exige de Gbagbo qu'il abandonne la partie. Puis, les troupes françaises et onusiennes vont aider militairement Ouattara à prendre le contrôle du pays. On va délivrer un mandat d'arrêt contre Gbagbo devant la juridiction de la Cour du tribunal pénal international. Mais évidemment, on n'en délivrera pas contre des proches de Ouattara, même si des massacres commis par ces troupes sur la base de l'appartenance ethnique ont été rapportés de manière de source assez sûre. Bon, aujourd'hui, on en est où? Ouattara est président, Gbagbo est en prison à La Haye. La communauté internationale est bien heureuse. Et voilà, l'histoire suit son cours. Comme conclusion, et là, ce sera bref, j'aurais pu vous parler de l'intervention en Irak où on est allé, un des prétextes était de chasser un dictateur, faire la promotion de la démocratie. En Afghanistan, où on est, entre autres choses, allé défendre le droit des femmes. J'aurais pu vous parler de la Libye, de la Syrie. Si j'en faisais la même conférence dans un an ou deux, je pourrais peut-être vous parler de l'Iran. Qui sont toutes des situations où l'idéologie droite-lobiste a justifié des interventions qui étaient d'abord motivées par des intérêts des États hégémoniques. Je ne tiens pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je tiens à attirer l'attention sur une utilisation trop rapide de cette idéologie. Bon, je pense que je terminerai là-dessus et j'imagine par vos rires que vous allez peut-être me poser des questions tantôt. Donc, voilà.
parler un peu de la façon dont la promotion de la démocratie est devenue une stratégie centrale de la construction de l'hégémonie néolibérale dans l'ordre régional des Amériques, un concept que je définirai sous peu. Donc, je dois remercier le premier panel qui a bien préparé le terrain en définissant des thèmes centrales de la pensée non seulement de Gramsci, mais de la pensée néo-gramscienne. Et même si je ne rentre pas trop dans les débats néo-gramsciens, je suis très content d'aborder ces questions-là pendant la période des questions. Donc, certains d'entre vous seront déjà familiers avec l'important travail de William Robinson, qui a étudié la façon dont la promotion de la démocratie par les États-Unis a sapé les forces sociales populaires dans plusieurs pays du tiers-monde. Robinson soutient que les États-Unis ont commencé à appuyer la démocratie de basse intensité, ou la polyarchie, qui est un concept de la démocratie très limité, basé presque exclusivement sur les élections et les lois politiques et civiles, en tant que double politique du néolibéralisme global dans les années 80 et 90, alors que plusieurs pays sortaient d'autoritarisme. Pour les États-Unis, promouvoir la polyarchie traduisait une nouvelle volonté de construire le consentement plutôt que d'assurer le contrôle social par la coercition. Puisque Robinson a écrit son livre il y a à peu près 17 ans, il est pertinent de demander si l'approche néo-gramscienne peut encore nous aider à comprendre comment la promotion de la démocratie opère dans la conjoncture actuelle. Continue-t-elle à construire l'hégémonie et si oui, de quelle façon? Quels sont les mécanismes précis de cette construction? Comment les autres États font-ils la promotion de la démocratie? Rémi nous a parlé un peu de la communauté internationale, qu'il s'agit de 4 ou 5 pays gérés par des hommes blancs, parmi lesquels Canada. L'Amérique latine offre un contexte important pour explorer ces questions. Entre autres, elle a vu s'affronter sur son territoire des visions opposées de la démocratie au cours de la dernière décennie avec la vague rose qui a porté au pouvoir des gouvernements de gauche à travers presque toute la région. C'est un peu difficile de voir ici. Et voilà. Donc, ma présentation sera divisée en 3 éléments. Premièrement, je ferai une brève présentation de l'approche de Robinson. Je m'appuierai ensuite sur cette approche pour examiner 3 stratégies hégémoniques déployées tant par les États-Unis que par le Canada dans le nouveau millénaire. Finalement, je proposerai quelques brèves observations sur les formes de résistance que la promotion de la démocratie a engendrées dans les Amériques. En m'appuyant sur des arguments développés dans mon livre, The New Democracy Wars, et permettez-moi de faire un peu de marketing, les livres de Gramsci ne vendent pas trop. Je soutiendrai que la promotion de la démocratie par les États-Unis et le Canada a contribué à la construction de l'hégémonie à travers différentes stratégies. Une clarification conceptuelle sera maintenant appropriée. La critique néo-gramscienne de la promotion de la démocratie s'inscrit fermement dans une critique de l'ordre mondial, un concept que nous avons abordé un petit peu dans le premier panel. Selon Robert Cox, l'ordre mondial se définit comme les relations de richesse et de pouvoir dans l'économie mondiale et le système international. Toutefois, j'aimerais suggérer que l'on peut également parler d'ordre régional. Est-ce que j'ai dit ordre régional pour commencer? Non. Ok, excusez-moi. Je me trompe souvent les deux. Les théoriciens
D'anciens critiques, tels qu'Anthony Lazens, ont soutenu que les projets régionaux des dernières décennies ont largement été articulés autour de l'économie globale. En ce sens, l'ordre régional peut être perçu comme les relations de richesse et de pouvoir dans les Amériques dans un contexte plus général de capitalisme global. Tant les États que les forces sociales cherchent à façonner l'ordre régional selon des projets hégémoniques différents. Ce concept nous permet de bien évaluer la promotion de la démocratie nord-américaine dans l'hémisphère, puisque les deux États ont mis de l'avant un projet idéologique régional spécifique lié au capitalisme global. La critique de la promotion de la démocratie de Robinson met l'accent sur l'ordre mondial dans son ensemble, bien qu'il porte une attention particulière à l'Amérique latine. En se penchant sur les transitions démocratiques en Haïti, au Nicaragua, au Chili et aux Philippines, il a démontré que les programmes de promotion de la démocratie ont été utilisés pour saper des mouvements populaires, des gouvernements et des partis tout au long des années 80-90. Et si vous reconnaissiez l'image, c'est le chef des Sandinistas. Et un des victimes de la première vague de la promotion de la démocratie était justement les Sandinistas au pouvoir en Nicaragua dans les années 80. Différents acteurs ont participé à l'exécution de ce programme, incluant des agences d'État telles que USAID, c'est l'équivalent de l'ACTI aux États-Unis, et des organisations non gouvernementales quasi autonomes telles que le National Endowment for Democracy. En termes théoriques, la promotion de la démocratie pendant cette phase initiale a aidé les élites locales à faire ce que Gramsci appelait une guerre d'opposition contre les gouvernements de gauche et centre-gauche. Il s'agit d'une forme de guerre de tranchée idéologique au sein de la société civile dans la bataille pour l'hégémonie. Parmi ces tactiques, l'opposition cherche, entre autres, à générer une crise d'autorité de l'État. Comme je le soutiendrai, ce modèle est toujours d'actualité. Toutefois, la promotion de la démocratie a évolué de diverses façons et est également mise en œuvre dans les pays où des alliés sont au pouvoir. En fait, comme vous pouvez voir sur ce graphique, le Mexique et la Colombie ont été de loin les plus importants bénéficiaires d'aide sous la deuxième administration Bush. Deux pays où des néolibéraux ont été au pouvoir. Ces transferts sont demeurés assez constants tout au long des années 2000. Le théoricien néo-gramscien Adam David Morton offre l'une des seules explications critiques sur la façon dont la promotion de la démocratie fonctionne dans un pays ami. Il soutient qu'au milieu des années 90, les États-Unis cherchaient, à travers la promotion de la démocratie, à stabiliser la fragile polyarchie néolibérale du Mexique. Cela traduisait une stratégie de révolution passive, un concept que nous n'avons pas vraiment abordé jusqu'à présent dans la pensée de Gramsci, qui a coopté les demandes populaires sans étendre de façon substantielle le contrôle des masses sur la politique. En dépit de cela, les tactiques de promotion de la démocratie associées à cette approche n'ont jamais été théorisées. Le modèle de Robinson ne rend pas non plus complètement compte des stratégies de promotion de la démocratie utilisées par d'autres États importants. Je ne vais pas rentrer en trop de détails, vous pouvez voir qu'il y a différentes façons de conceptualiser les différences entre le Canada et les États-Unis. Pour ce qui est des acteurs qui font la promotion à la démocratie,
et ultimement les projets idéologiques. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que dans la tradition canadienne, il y a toujours eu un élément contre-hégémonique aussi, à travers les ONG assez progressistes qui ont fait beaucoup de promotion de la démocratie en Amérique latine. Alors, de quelle façon le Canada et les États-Unis se sont-ils chargés de promouvoir la démocratie dans le nouveau millénaire face à la montée des gouvernements de mouvements de gauche dans tout l'hémisphère? Afin d'explorer ces questions, j'ai étudié la façon dont le Canada et les États-Unis ont promu la démocratie dans 3 pays où l'équilibre des pouvoirs entre les différentes forces sociales différait considérablement: Haïti, le Pérou et la Bolivie. Ce que j'ai découvert, c'est que la promotion de la démocratie peut contribuer à la construction de l'hégémonie en s'appuyant sur 3 stratégies différentes qui changent et se recoupent assez souvent aussi. La première stratégie cherche à déstabiliser les nationalistes de gauche et à renforcer les forces sociales de l'élite néolibérale. Il s'agit de l'approche stratégique observée dans le travail de Robinson et de plusieurs autres théoriciens critiques. Dans les pays que j'ai étudiés, ce fut l'approche utilisée contre le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide en Haïti au début des années 2000, par les États-Unis et le Canada. Cette utilisation a marqué un changement significatif dans le cas du Canada. Elle fut également utilisée par les États-Unis, mais pas le Canada, contre les forces populaires autochtones en Bolivie, dirigées par Evo Morales. La deuxième stratégie se concentre sur la stabilisation de l'État néolibéral. Elle fut utilisée par le Canada et les États-Unis au Pérou pendant toute la première décennie des années 2000, afin de construire la légitimité de l'État sous les présidences néolibérales d'Alejandro Toledo et Alan Garcia. Elle fut également utilisée en Bolivie avant l'arrivée au pouvoir de Morales et en Haïti après le coup d'État contre Aristide, quand les Alliés ont été fermement au pouvoir. Dans ce cas, l'objectif est de consolider une polyarchie néolibérale confrontée à l'instabilité et au conflit social. Pour le Canada, cette stratégie est intimement liée à la promotion de ses intérêts miniers. Une approche de stabilisation inclut actuellement 2 dimensions fondamentales. La première est le renforcement des institutions démocratiques traditionnelles et de nouveaux mécanismes du néolibéralisme inclusif, tels que la décentralisation, avec le but de contrer la gauche. Par exemple, au Pérou, lorsque je me suis entretenu avec une représentante de USAID en 2009, afin de discuter de leur programme de décentralisation, elle m'a montré une carte illustrant les résultats électoraux de la dernière élection présidentielle que le candidat de gauche, Ollanta Humala, avait presque remporté. Vous pouvez voir la même carte ici. Les ondes rouges, ce sont lesquelles que M. Humala avait remporté. Elle m'a alors révélé que le programme de décentralisation avait été conçu pour empêcher que cela ne se produise. Bien que de toute évidence, cela n'a pas fonctionné parce que M. Humala a gagné les élections présidentielles. Donc il y a une question de l'efficacité de ces programmes-là aussi. Même s'ils essaient de promouvoir l'hégémonie, ils ne vont pas nécessairement réussir. Au sein de la société civile, les tactiques de stabilisation appuient des organisations issues des secteurs professionnels et de la classe moyenne.
De telles ONG permettent d'étendre une forme de pouvoir capillaire en tant qu'institution ayant pénétré une bonne part de la société civile et qui transmettent des discours hégémoniques contenant des demandes de changement à l'intérieur du cadre démocratique libéral. À ce titre, elle renforce le projet de révolution passive de l'État. La troisième stratégie est en fait contre-hégémonique. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'appui à ce que nous pourrions appeler la société civile populaire, fondée sur l'accompagnement, la solidarité et un engagement plus grand envers le processus de changement social. Dans ma recherche, seule une poignée d'ONG canadiennes plus radicales semblaient poursuivre cette approche au Pérou et en Bolivie, mais on ne peut pas l'ignorer non plus. Elle contribue aux constructions contre-hégémoniques de la démocratie qui cherchent à étendre le contrôle populaire sur certaines parties de l'économie en mettant l'accent sur la transformation structurelle et le changement social. Avec les changements majeurs qui ont balayé la politique étrangère canadienne toutefois, nous sommes probablement en train d'assister à la fin de cette approche. Parlons un peu de la résistance. Quelle a été la réponse en Amérique latine à ces différentes formes d'intervention? Eh bien, les pays qui ont fait l'expérience des stratégies de déstabilisation ont réagi de façon plutôt critique au cours de la dernière décennie. En effet, le Venezuela et la Bolivie, en particulier, ont ouvertement critiqué la promotion de la démocratie des États-Unis. En Bolivie, par exemple, l'USA a été contraint de réorienter ses programmes face à l'insistance du gouvernement d'Evo Morales. Vous pouvez voir ici une photo de Juan Ramón Quintana, un officiel du gouvernement d'Evo Morales en Bolivie, tenant une publication de USA pendant une conférence de presse à La Paz en août 2011, alors qu'il accusait l'agence d'avoir déstabilisé le gouvernement. De telles critiques ont forcé les États-Unis à modérer leur approche. Conséquemment, il est fort probable que les stratégies de changement de régime à travers la promotion de la démocratie seront de plus en plus difficiles à mettre en œuvre dans la région. Au Canada, des réseaux activistes ont également critiqué les stratégies de changement de régime, particulièrement en Haïti, bien qu'il soit difficile de mesurer leur impact. Les formes plus modérées de la promotion de la démocratie ont toutefois suscité moins de réactions, probablement parce que leurs effets politiques sont de nature beaucoup plus subtile. Mais alors que le Canada réoriente de façon générale ses activités de développement afin d'apaiser les communautés affectées par les compagnies minières, au moyen de nouveaux programmes de stabilisation, plusieurs Latino-Américains sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Ce fut notamment évident quand un dirigeant autochtone au Pérou a récemment dénoncé le gouvernement canadien pour son financement d'un projet de l'ONG Vision mondiale en collaboration avec le géant minier Barrick Gold. Il a fait remarquer qu'aucun travail social conduit de pair avec les compagnies minières ne peut compenser pour les dommages causés, particulièrement face aux droits qui ont été violés. Pour conclure, alors que les États latino-américains continuent de remettre en question la légitimité des programmes d'assistance démocratique et qu'un nouvel équilibre de pouvoir émerge entre les États. Les États-Unis et le Canada
stratégie interventionniste pour faire avancer leurs objectifs de politique étrangère. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous les intervenants. On va donc, comme je vous l'avais annoncé, ouvrir la discussion pour une bonne vingtaine de minutes. Donc voilà, je vous invite à rejoindre les différents micros qui sont... Ah, ok. Donc peut-être Julien, puis Georges, et puis voilà, donc on va prendre 3 questions et puis on laissera les panélistes répondre. Je voulais poser une question à Rémi. Il m'a beaucoup embêté parce que je suis juriste. J'ai participé à la formation d'un certain nombre de gens, surtout en maîtrise, et il y en a une cinquantaine qui travaillent actuellement là-dessus. C'est leur pain quotidien. La thèse de Rémi, c'est les droits de l'homme servent à justifier l'hégémonie et l'interventionnisme occidental. Enfin, il n'y a personne qui a jamais nié ça. Mais non plus que les droits de l'homme soient le discours de cette domination, il n'a jamais fait de doute non plus, le droit, ça a toujours été le discours du pouvoir. Et comme juriste, ça nous fournit un angle d'action non négligeable. On n'a pas à adhérer au discours de la domination pour pouvoir exiger de ceux qui le tiennent une forme de cohérence. C'est ce qu'on faisait quand on défendait les prisonniers politiques, la petite bourgeoisie vietnamienne. On disait, les Américains interviennent pour instaurer la démocratie, ben, tabarnouche, respecter les principes de la démocratie. On ne parle pas des paysans, on les tuait, ça ne fait pas de problème. On faisait la même chose, on a fait la même chose. Au Chili, en Argentine, au Salvador, au Guatemala. Si on ne peut pas faire ça, Rémi, on fait quoi? On mesure l'intensité de la répression, comme je dis. On va prendre. Oui, alors peut-être monter le micro et juste pour qu'il nous entende bien. Et puis on entendra la 3e question. Justement, j'ai beaucoup aimé votre intervention, Rémi. Simplement, je l'ai trouvé beaucoup trop pessimiste, beaucoup trop apocalyptique, je dirais même, pour dire donc qu'on instrumentalise systématiquement l'idéologie droit-gaulliste pour effectivement justifier absolument tout ce qui se passe dans le monde. Certes, c'est le principe, certes, je ne nie pas, ça a toujours été le cas, on a toujours cherché à justifier ces interventions par ce genre on va dire de discours, mais moi, personnellement, je pense aussi à des choses qui pourraient éventuellement nous mener sur la voie du positivisme dans ce sens-là, et notamment à la règle qu'on appelle, je ne sais pas si vous la connaissez ici, une règle qu'on appelle en Europe, la règle de la responsabilité de protéger, qui est une règle coutumière en voie de formation, en droit de fonction publique, et qui notamment a cherché, par laquelle la France notamment a cherché à justifier son intervention en ligne dernièrement. Intervention qui a été décidée par le gouvernement socialiste en place. Donc effectivement, on a voulu, par cette règle de la responsabilité de protéger, donner une vision un peu moins pessimiste donc de l'instrumentalisation des droits de l'homme au moment des interventions dans les pays du Sud. Et donc la responsabilité de protéger serait guidée par des aspirations vraiment humanistes qui nous beaucoup plus que ce qu'on connaissait auparavant. Donc, est-ce que vous situez, vous, la responsabilité de protéger parmi donc, les instruments au bénéfice de l'hégémonie donc des États impérialistes? Voilà une 3e question. Oui, je m'appelle Julien Ferrer. La première question, mon premier commentaire, c'est un peu mon collègue Rémi aussi. Donc, je rejoins tout à fait ce que vient de dire M. Lebel. Oui, c'est imparable, c'est incontestable que les droits de la personne sont utilisés pour justifier des positions interventionnistes. Je trouvais que ça complétait bien, ou en tout cas ça illustrait ce que vous a dit M. Dufour là, sur cette dépolitisation des
première, c'est que ça me semble, je découvre Gramsci et je suis bien content de le découvrir ici à cette occasion-ci, mais il me semble qu'on rompt avec ce qui m'apparaissait comme étant la plus-value de Gramsci, c'est-à-dire, je reviens sur les débats qui ont animé en partie la soirée d'hier, c'est-à-dire une volonté de situer sa théorie de façon historique. Et qu'on opposait l'hégémonie de Gramsci à la notion transhistorique de légitimité chez Weber. J'ai un peu l'impression que tu es dans une perspective transhistorique à force de la globaliser de façon à ce point général. C'est mon premier commentaire. Et alors je sais que tu es soumis à un hégémon belge impitoyable, donc tu as dû limiter ta parole, mais j'étais un petit peu frappé quand même par la réduction de ta présentation du cas ivoirien, que je connais peut-être un peu mieux que l'autre cas, où on a l'impression que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et les Ivoiriennes n'existent pas dans son schéma. Et donc, à force de mettre l'accent sur l'idéologie droit-de-l'homiste, on en perd finalement les singularités de toutes les interventions, celles que tu as citées, et puis celles que tu n'as pas citées, et puis surtout celles où on ne va pas. Et je pense que peut-être que la théorie serait beaucoup plus fine, et l'analyse serait beaucoup plus, peut-être plus féconde, si au lieu de s'intéresser à là où on va, intéressons-nous là où on ne va pas, et pourquoi on ne va pas, et là on mettrait peut-être en en évidence des éléments plus spécifiques qui nuanceraient un peu le bulldozer de ta thèse, qui ne semble peut-être pas d'ailleurs s'inscrire dans le projet gramscien tel que j'ai compris depuis la soirée. Ma deuxième remarque, elle s'adresse à vous, mais un peu à toute la salle, là, on utilise tout le temps néolibéral, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le quoi? On utilise tout le temps néolibéral, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour paraphraser le camarade Ricardo, dans néolibéral, je vois beaucoup de libéral et pas beaucoup de néo. Et donc si quelqu'un peut un peu me dire pourquoi est-ce que dans le milieu gauchiste, on utilise tout le temps ce mot-là, et qu'est-ce qu'il signifie, et qu'est-ce qu'il peut signifier comme culture par rapport au libéralisme tel qu'on le connaît, tel qu'il est enseigné dans les facultés de France. Donc là, comme je vais commencer en fait. Georges, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, le droit international, c'est pas un corpus de règles, c'est une pratique sociale. Et le droit existe parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment il est utilisé. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans bien des cas, les droits humains sont utilisés pour justifier, pour légitimer ces interventions. Maintenant, je trouve dommage parce que tantôt, mon collègue Bernard Duhem, qui est l'ancien directeur et fondateur d'une clinique internationale de droits humains, était ici. Je pense qu'il est venu justement, il a été interpellé par mon titre, il voulait savoir ce que j'avais à dire là-dessus. Et s'il avait été ici, en fait, même en son absence, je le dis publiquement, moi j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait. J'ai énormément de respect pour les gens qui interviennent dans certaines circonstances sur les droits humains. Donc, quand j'ai conclu en disant que je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, et là, c'est peut-être un début de réponse à Pétia, c'est que c'est le mot systématiquement, en fait, que je récuse dans la première partie de ta question. Donc, je ne critique pas systématiquement les droits humains. Okay? Là, maintenant, je pourrais faire un autre type de critique, en fait. Quand Georges dit « oh oui, mais tout le monde c'est ça », là, je pourrais m'aligner pour faire ce genre de critique-là. Mais dans ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne cherchais pas à faire une critique systématique des droits humains, en tout cas dans leur dimension de fond. Okay? Moi, ce que je critiquais aujourd'hui, c'était l'utilisation. Ce que je constate, c'est que régulièrement, cette utilisation-là sert des fins hégémoniques ou des fins d'impérialisme. C'est ce que je cherchais à faire. Bien évidemment, quand... non, mais justement, j'entends Diane parler. Quand la semaine passée, ou il y a 2 semaines, les gens de la Ligue des droits et libertés et de l'AC et des juristes progressistes ont sorti un rapport qui utilisait les droits humains pour dénoncer la violence policière, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ben non, mais c'est bien évident. Sauf que ce que je constate, c'est que dans les cas, on l'utilise, encore une fois, je vais le répéter, on l'utilise en fait à des fins qui ne sont pas des fins qu'on souhaiterait. Sur la responsabilité de protéger, j'ai écrit là-dessus. Et premièrement, pour moi, c'est pas une règle coutumière. Premièrement, c'est pas une règle. Deuxièmement, c'est même pas une règle coutumière en formation. Le seul fondement de la responsabilité de protéger, comme vous savez, c'est ce fameux document de 2005
qui est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, donc dans le sommet mondial de 2005, qui était pour souligner le 60e anniversaire de la Fondation des Nations unies. Ce document-là a la même valeur qu'une résolution des Nations unies. Tout le monde, en tout cas les juristes, savent qu'une résolution de l'Assemblée générale n'a aucune valeur, sauf si c'est soit sur le plan organisationnel, c'est-à-dire voter des budgets, créer des organes subsidiaires, etc., ou si c'est de manière très exceptionnelle pour codifier une règle coutumière qui existe. Mais là, maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a une règle coutumière de la responsabilité de protéger parce qu'il y a une opposition vive de la part de plusieurs États, notamment d'États africains. Donc, premièrement, il n'y a pas de coutume. Là, je m'excuse pour les non-juristes, là, je prends 30 secondes de technicalité, mais il n'y a pas de coutume. Mais il y a encore moins d'opinion juriste. Donc, pour moi, c'est rien, ça. En face de ça, il y a des principes qui sont codifiés dans la charte, les articles 2.4, 2.7 de la charte, qui disent on n'intervient pas sur le territoire d'un État, sauf si c'est pour préserver la paix et la sécurité internationale. Et là, dans les cas qu'on pourrait parler, on pourrait discuter ça pour savoir si la paix et la sécurité internationale étaient menacées. Moi, à mon avis, non. Deuxièmement, une des résolutions justement qui codifie du droit coutumier, c'est la fameuse résolution 2625 qui reprend encore une fois ces termes-là et qui dit non, on n'intervient pas sur les territoires des autres États, quelle que soit la situation. Donc pour moi, je veux dire, il y a beaucoup plus d'éléments qui me tendent à dire qu'on doit respecter la souveraineté, qu'on doit intervenir. Maintenant, sur Julien, sur l'historicisation en fait, quand j'ai écrit justement sur la responsabilité de protéger, j'ai essayé de faire le lien, en fait, pour moi, c'est un nouvel outil. On est dans une société, dans un contexte sociétal où le droit a extrêmement de légitimité pour justifier des choses. Auparavant, c'était la religion. Quand vous connaissez la fameuse la controverse de Valladolid de 1550, on se réunit en Espagne et on se questionne, on se demande est-ce que les Indiens, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, est-ce que les Indiens ont une âme? Et si on se rend compte qu'ils en ont une, ça veut dire qu'on ne peut pas aller leur faire la guerre et on ne peut pas les réduire en esclavage. Et là, c'est intéressant, il y a un film là-dessus que je conseille à tous mes étudiants, que je recommande à tous mes étudiants et étudiantes. L'argumentation repose sur la religion. Okay? Dans ce temps-là, quand on voulait légitimer une intervention, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait de religion. Un peu plus tard, on a commencé à utiliser les concepts de civilisation. Et là, c'était le fameux le fardeau de l'homme blanc, en fait. Et là, l'homme blanc devait aller porter la civilisation. Et ça, tout le monde était convaincu de ça. Tout le monde était convaincu qu'il fallait aller convertir les Indiens et quitte à en massacrer une couple et à lui donner la gonorrhée en passant. Tout le monde était convaincu de ça. Non, mais c'est parce que vous savez que ça a été une des causes de mortalité principales durant... Donc, tout le monde était convaincu de ça. Tout le monde a été convaincu au 19e siècle qu'il fallait aller porter la civilisation. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il faut aller défendre les droits humains un peu partout dans le monde. Mais là, il y a ceux, et là, je vais faire rire les étudiants et étudiantes qui sont là, il y a ceux que j'appelle à certains endroits, mais prenez-le pas mal si vous vous sentez ciblés, les naïfs de service, en fait, qui sont là et qui... qui donnent la légitimité à ces arguments-là, à ces interventions-là, qui n'ont absolument rien à voir avec la défense des droits humains. Je voudrais juste dire un mot sur où, Julien? Ah, déjà. Quand tu dis les Ivoiriens n'existent pas dans mon récit, non, au contraire, les Ivoiriens se sont battus. Il y a eu une guerre civile qui a suivi. Bon, peut-être pas une conflit de guerre civile, là. Disons que si c'était arrivé au Québec, on dirait une guerre civile tranquille, mais il y a eu une situation de conflit important là-bas, et encore maintenant, et là, ça amène des conflits avec le Ghana voisin. Il y a des résistants qui continuent encore aujourd'hui à se réclamer Laurent Gbagbo, qui refuse le résultat des élections 2010. Et la situation n'est pas réglée, même si, quoi que puisse en dire la communauté internationale. Et sur le concept de néolibéralisme, en fait, moi je pense que c'est pas de moi dont on parlait. Moi, je n'utilise pas le mot néolibéralisme, j'utilise le mot capitalisme qui, à mon avis, est plus approprié.
Donc, je peux reprendre la question du néolibéralisme. C'est pas une question qui est facile à répondre, mais je crois qu'on peut le voir d'une part comme idéologie qui met l'accent surtout sur l'individu et qui prône le marché, et d'une autre part comme relation sociale. Et je pense qu'il faut vraiment mettre dans le contexte de ce qui est venu avant le néolibéralisme, c'est-à-dire l'état de providence. Donc, c'est une question d'idéologie pour contrer un certain système qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un projet idéologique, c'est un projet hégémonique, et c'est bien aussi une stratégie d'accumulation qui privilège les intérêts des multinationaux et qui est basée dans une philosophie libérale associée avec des personnes comme Milton Friedman, Friedrich Hayek et les autres qui ont articulé toute cette philosophie de l'individu, du marché libre. Juste un petit mot sur la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est avant tout la question de la société civile. Est-ce que c'est vrai qu'au XIXe siècle, ils étaient convaincus, on avait un problème récemment en France avec Jules Ferry, qui était convaincu qu'il fallait tous aller en Afrique au XIXe siècle. Donc là, on voit bien, alors c'est là où la question est importante, parce que jusqu'à où il peut arriver une certaine argumentation. Est-ce qu'un individu peut vivre son argumentation idéologique? Et je me souviens d'un vieux professeur qui disait on peut se passionner pour une idée, mais on ne se passionne pas pour la production, le PIB, pour la production brute, l'économique. Donc les gens, ils ont besoin, peut-être que aussi c'est une nécessité et qui n'est pas canalisée, parce que ces jeunes-là qui vont partir au niveau des différentes associations qualitatives, ils ont de très 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 bonnes volontés pour sauver le monde. Alors on voit bien, et c'est là-dessus que moi je m'intéressais aussi par rapport à Gramsci, c'est que je disais tout à l'heure, il a fait rentrer cette subjectivité et volontariste en même temps. C'est-à-dire que la société civile, c'est ça aussi les antagonismes ou les contradictions, quelque part, on ne peut pas que la manipuler. Il y a quelque part aussi des désirs qui sont les gens d'aller donner, d'aller faire quelque chose. Il n'y a plus d'espace de production, peut-être, ou d'épanouissement de certains pays, pas du tout, et d'autres part davantage. Alors, est-ce que c'est uniquement cette façon-là pour gouverner le monde et pas une façon hégémonique? Mais de l'autre côté, parfois, on était bien content d'apprendre quand même certaines catastrophes. Vous voyez, je pense qu'il y a de grandes contradictions là, et il n'y a pas que du négatif quand même. Parfois, il y a des choses qui se passent, qui sont très intéressantes qu'on apprend. Et je voulais d'ailleurs, sans que ce soit une question, mais en même temps, en vous écoutant, j'ai l'impression chez vous, pour vous, la société civile, et chez Gramsci, la société civile, et chez Hegel, parce que c'est lui qui a parlé avant vous, il y a une différence. On n'a pas la même définition de société civile chez Hegel et chez Gramsci. Chez qui? Hegel, le philosophe Hegel. Hegel, ok. Voilà. Non, Je ne sais pas si vous voulez dire un nom. Juste un nom. Je peux peut-être prendre d'autres questions. Oui. Si je suis interpellé, je reviendrai. Ok, on est donc vraiment au niveau du temps assez serré, donc, mais ce serait un petit peu dommage de ne pas prendre encore une ou deux questions. Donc si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser maintenant et à essayer de garder votre développement assez court et assez de réponses. C'est plus un commentaire qu'une question, en fait. Je me qualifierais comme une naïve de service. Et puis, je pense qu'on va en parler demain de la formation en droit, mais je pense que c'est un élément important pour les gens qui interviennent en matière de droit de l'homme, puis peut-être dans d'autres secteurs de droit progressiste. C'est que moi, je ne me souviens pas dans mes 3 années de bac qu'on m'a parlé que le droit était basé sur des rapports de force. Pour moi, le droit était une force émancipatrice, c'était une force de changement. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, c'est difficile d'avoir le concept qu'on peut créer plus de tort que bien quand on intervient, que ce soit en droit de l'homme ou dans d'autres thèmes de droit où on pense qu'on va amener du changement positif. Merci. Quelqu'un d'autre?